Donc on recommence et on arrive donc à la fin de cette journée où depuis ce matin, pour la plupart d'entre nous, en fait, on a voyagé ensemble autour de cette question du prendre soin. C'est vrai que on a proposé cette thématique, bon, on a eu beaucoup de réponses sur cette question-là, avec cette idée que il y a quelque chose qui se passe dans l'architecture, il y a quelque chose qui se passe dans, la, dans le monde de la pensée aussi, dans l'existence, dans les existences, qui amène à se demander comment est-ce qu'on peut faire pour faire finalement différemment, autrement, et en détruisant moins, en épuisant moins finalement les milieux et les personnes. Cette fameuse épuisement des personnes et des milieux qui a été quand même tellement bien présenté par Beckett et tellement bien expliqué par Deleuze sur l'épuisement des possibles. Alors c'est un peu la question qui est posée, c'est un peu la question qu'on se pose. Est-ce que, en fait, euh, il y a quelque part comme un sursaut vital aussi, un sursaut autour du prendre soin, comme une autre façon de faire histoire ensemble, de repartir d'un autre pas. Et je trouvais que toute la journée, il était vraiment intéressant de voir à quel point finalement quelque chose se tissait autour de... Mais de quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'on entend par le prendre soin en architecture et comment est-ce que l'on procède? Donc il y a eu, je trouve, beaucoup d'histoires qui nous ont été racontées, des récits, des expériences, des recherches, mais des mots qui d'une certaine manière, et bon, c'est pas une surprise, parce que de toute façon, si ce colloque se présente aujourd'hui, c'est parce que la question des vulnérabilités est partout. Euh, et c'est nouveau quand même. Parmi les mots qu'on utilise, c'est ce thème de la vulnérabilité dans les écoles d'architecture, des fragilités, des interdépendances, ça n'est pas du tout ce qu'on lisait il y a quelque temps dans les grands écrits sur les écoles d'architecture. Donc voilà, on poursuit donc finalement ces regards, ces points de vue, ces pensées sur cette question du prendre soin dans cette rencontre entre architecture et philosophie. Donc j'ai trouvé, moi, qu'il y avait beaucoup de déplacements. Alors, on va voir quels sont les autres déplacements qui nous sont proposés maintenant par Philippe Madec, qui est architecte, urbaniste, co-auteur du manifeste pour une frugalité heureuse et créative, un manifeste qui a finalement aussi reçu un grand soutien, on peut dire populaire, et qui a été comme un appel d'air d'une certaine manière. Et Thierry Pacaud, philosophe de l'urbain, essayiste, et ils sont tous les deux, donc je ne donne pas leurs ouvrages, etc. Je sais que vous les connaissez, et puis je pense que aussi chacun maintenant voyage facilement dans la vie des uns et des autres et dans leur production. Mais en tout cas, on peut dire que sont tous les deux des fidèles depuis les premiers pas du réseau Philo, qui a démarré dans les années 80, donc il y a déjà pas mal de temps. Et donc en chemin, d'une certaine manière, c'est vrai que les mots se sont déplacés. Architecture et philosophie n'ont pas bougé, mais a surgi, prendre soin, a surgi, vulnérabilité, quand même pas des mots qu'on avait dans les premières publications aussi nettement. Alors, merci de bien vouloir nous éclairer aussi de votre point de vue. Philippe. Merci Chris, bonsoir. Tu as dit en chemin et en fait je voulais commencer par dire que oui, la pensée est un chemin et les compagnons et les compagnes de route sont essentiels. Et c'est ce que raconte un de mes premiers textes qui était une conférence inaugurale à Harvard où j'ai enseigné le paysage. Et c'est le récit du coyote, du petit renard, du geai et du pou. Je trouvais ça assez drôle de donner à Harvard le texte fondateur de la culture des Indiens d'Amérique du Nord. Et je vais vous le lire, il est très court, mais c'est surtout qu'il dit la nécessité de faire chemin ensemble et de se mettre d'accord. Comme il errait à l'aventure, le coyote tomba inopinément sur le petit renard. « Tiens, mon petit frère, toi ici, tu voyages sans doute. » « Oui, oui, c'est bien moi, répondit Petit Renard. Le monde va devenir de plus en plus difficile à vivre. J'essaie de trouver un endroit décent où habiter. Voilà ce que je cherche.
Oh, oh, petit frère, ce que tu dis est pure vérité. J'étais justement en train de penser la même chose, j'ai toujours désiré un compagnon, allons ensemble. » S'étant mis d'accord, ils poursuivirent leur route cherchant un endroit où habiter. Comme ils marchaient, ils rencontrèrent un geai. « Tiens, tiens, mon petit frère, que fais-tu là » demanda Wajunkaga. « Frère aîné, je cherche un endroit où vivre, car le monde va devenir difficile à habiter. » Nous cherchons exactement la même chose. Quand j'ai entendu mon petit frère Renard parler de cela, j'en ai immédiatement eu envie. Allons ensemble, puisque nous sommes en quête du même lieu. Voilà ce que dit Wajunkaga. Alors ils continuèrent ensemble, et bientôt ils rencontrèrent un Edgeniga. « Tiens, tiens, petit frère, que fais-tu là » demandirent-ils. « Frères aînés, je cherche un endroit agréable où vivre » répondit le pou. « Petit frère, nous voyageons exactement dans le même but. Quand j'ai entendu les autres dire qu'ils voulaient vivre en communauté, ça m'a plu. Vivons ensemble. » Ils étaient tous d'accord, et bientôt ils arrivèrent à un endroit où la rivière bifurquait et où des chênes rouges croissaient. Un joli coin, vraiment. Un coin magnifique. C'était là, ils en convinrent, un endroit délicieux où vivre. Ils s'y arrêtèrent et construisirent une cabane. L'architecture, c'est pas de construire la cabane. L'architecture, c'est de rencontrer l'espace, les arbres qui poussent, la verticale et le plan qui est donné par la rivière qui bifurque. Voilà. Ce texte fondateur, en fait, qui a été écrit en 91, va être republié pour la fin de l'année prochaine, illustré par une adolescente. Mais ce texte dit pourquoi je suis assez ému de me retrouver à côté de Chris et de Thierry, puisque ça fait ici, à Clermont-Ferrand, il y a plus de 20 ans que nous avons commencé à avoir une connivence intellectuelle qui nous porte encore et qui engage finalement une remémorance qui est évidemment affectueuse et amicale, mais qui est aussi théorique. Cette connivence a vraiment commencé ici à Clermont, et j'ai été à d'autres endroits, notamment à Louvain-la-Neuve, pour parler de géométrie avec vous. Et en fait, j'ai donné 3 conférences dans l'école d'architecture de Clermont-Ferrand entre 2000 et 2001. Et les titres de ces 3 conférences, c'était « La secrète connivence entre l'architecture et l'éthique »,« À propos du régionalisme » et « Le sens de la nature dans l'œuvre architecturale ». Bon, il s'avère que, alors ça vous va paraître un peu moins philosophique ce que je vais vous dire, mais en même temps ça apporte du sens. J'ai un site de texte où tous mes textes de conférences, articles et même quelques livres sont accessibles gratuitement, c'est philippemadec.eu, et donc je connais les statistiques. Eh bien, figurez-vous que ces 3 conférences données ici, et pour vous, sont les 3 textes qui sont le plus téléchargés depuis qu'ils sont là. Le plus téléchargé, c'est le sens de la nature dans l'œuvre architecturale. Et en fait, ça porte sens parce que ça veut dire qu'il y a une attente pour comprendre ça. C'est pas moi qui ai téléchargé 16 000 fois ce texte. Et le sens et à propos du régionalisme, 8500, et la secrète connivence de l'architecture et de l'éthique, 8000. En fait, ce que ça signifie, c'est que finalement, les textes sur lesquels vous nous avez amenés à réfléchir, enfin, sur lesquels j'ai été amené à écrire pour vous, et l'exigence qui est finalement demandée par le réseau, parce qu'il ne suffit pas juste de parler, ces textes vont être publiés, et ça a encore du sens. Je pense que cette exigence de la pensée porte au partage, en tout cas, est désirable. Alors, à Chris, je dois quelque chose de particulier. Excuse-moi de ne pas dire ce que j'ai au devoir de particulier, Thierry, mais à Chris, je dois... Rater ton avion, je devais te ramener et de t'avoir fait rater, d'ailleurs. Ça, c'est à l'époque de l'avion. En fait, je dois à Chris une liberté de parole que je me suis refusée pendant les années 90. Dans les années 90, toutes mes conférences étaient purement théoriques et je ne parlais jamais du travail de l'atelier. Je refusais en fait d'illustrer mes propos théoriques par le travail de mon atelier. Ça me semblait un peu, on va dire, obscène de dire que ma pensée était illustrée par ce que je fais. C'était une espèce de monde trop fermé pour qu'il soit intéressant, me semble-t-il. Alors vous verrez, aujourd'hui, Chris a gagné, en partie. Je vais vous parler de moi, mais je ne vais pas vous montrer mes projets.
Parce que finalement, il se passe quelque chose dans la rencontre et la théorie aujourd'hui qui apporte une... voilà, on dit apporter du sens, ça va commencer à devenir banal, mais qui est important pour comprendre la route que nous avons faite. Alors, je vais vous parler de mes compagnons de route. Je vais bien sûr vous parler de ce que que vous m'avez apporté, mais je vais vous parler des compagnons de route qui finalement fabriquent la route. Le premier, c'est Étienne-Louis Boullée, donc vous savez, c'est l'architecte de la Révolution française, et ça a été mon premier livre en 86. En fait, Boullée a dit notamment, juste 2 citations de Boullée, il faut concevoir pour effectuer, considérer l'architecture comme l'acte de bâtir, c'est prendre l'effet pour la cause, donc Vitruve définitivement mis de côté. Et la seconde, c'est l'architecte doit se rendre le metteur en œuvre de la nature, 18e siècle. Le second fut Kenneth Frampton, qui j'ai eu la joie d'être à New York quelque temps. Et la première fois que je l'ai lu, c'était une conférence qu'il avait donnée à Princeton en 66. Et en 66, Frampton disait « Aucune théorie contemporaine de l'architecture n'est capable de faire la part entre l'architecture et la construction ». Je dois vous dire que c'est à peu près la première phrase de Boullée. Il faut concevoir pour effectuer, confondre l'architecture et l'art de bâtir, c'est prendre l'effet pour la cause. Et l'autre phrase de Frampton, c'était le régionalisme critique, puisque c'est lui qui a été le porteur, ou qui a développé en tout cas la notion de régionalisme critique. Le régionalisme critique implique nécessairement une relation dialectique plus directe avec la nature que ne le permet la tradition plus abstraite et formelle de l'architecture moderne d'avant-garde. Le troisième compagnon de route, c'était à Montréal en 92. En fait, Alberto Pérez Gómez, qui est un historien et théoricien de l'architecture mexicano-canadien, je ne sais pas comment on dit, enfin à la fois mexicain et canadien, avait monté un colloque qui s'appelait Architecture, éthique et technologie. Et en fait, depuis ce colloque-là, j'ai cité une phrase que je vais vous citer, à peu près presque au début de toutes mes conférences et de mes articles, et c'est même au début du dernier livre que Thierry vient de publier comme éditeur aux éditions Terre Urbaine. Et voilà la phrase d'Alberto Pérez Gómez. Si l'architecte doit jouer un rôle au XXIe siècle, dans un monde complexe et plus conscient des contraintes environnementales et des différences culturelles, un monde où la technique continuera néanmoins de s'étendre à l'échelle de la planète, il doit méditer sur les stratégies propres à révéler la capacité de sa discipline à concrétiser une intentionnalité éthique. Je peux la redire plusieurs fois. 92. Et voilà, je l'ai redit aussi aujourd'hui. Et c'est à l'occasion de ce colloque de 91 que j'ai défini ce qu'est l'architecture pour moi. L'architecture est une installation de la vie par une matière disposée avec bienveillance. Donc en 91, qu'est-ce que je voulais dire? Je veux dire, installer, c'est emplacer, c'est agencer, c'est établir. La vie, c'est tout le vivant. C'est l'humain et le non-humain. La matière, c'est la ressource. Elle est fluide et elle est non fluide. Elle est matérielle et elle coule. Disposer, ce dont on dispose et que l'on dispose. Spatialité, géométrie. Et la bienveillance, c'est ce qui, pour moi, fait la différence entre le bâtiment et l'architecture. Plus tard, mais enfin, je ne vais pas faire une chronologie de nos rencontres, mais parce que la pensée n'est pas du tout linéaire. En fait, il arrive dans cette histoire un formidable couple de fulgurance et de hauteur de vue avec lequel couple j'ai eu la joie d'écrire, c'est Chris et Benoît Goetz. Ensemble, nous avons questionné les définitions de l'architecture, parce qu'il ne suffit pas d'en avoir une pour être certain qu'elle est bonne, il faut interroger l'importance ou même l'intérêt de la définition, et nous avons écrit sur l'indéfinition de l'architecture, trouvant que l'architecture est aussi indéfinie que l'humain et que toutes les définitions valent encore. Bon. Chris, Benoît et moi, contemporains et sans doute recherchant les origines, ou en tout cas les causes, on a poursuivi notre trajet. Et sans doute à cause de moi, nous n'avons pas fait le livre Toucher Terre, mais on y arrivera. Mais on a en fait absolument l'envie, et une partie est complétée
de toucher terre. En fait, d'une certaine façon, c'était comme le coyote, parce que le coyote, il marchait avec ses amis sur une eau infinie, quoi. Et chaque fois que son bâton tapait le fond de l'eau, la terre émergeait, quoi. Et avec Chris et Benoît, on s'est dit que toucher terre, il fallait le faire comme les marins le font au moment de la recouvrance. Nous l'avons à nouveau ensemble écrit dans un livre qui a été publié en Belgique, qui est pensé à partir de l'architecture, poétique, technique, éthique. Nous avons ajouté la tendresse comme éthique. Au moment de toucher terre, nous avons filé la métaphore marine pour retrouver la légèreté de la tendresse. Alors que la terre nous enjoint à moins peser sur sa surface, nous voilà sommés de comprendre et d'agir en fonction de cette consubstantialité de la terre et du monde, de leur coexistence inséparable, de nous ouvrir à l'hybride, au mêlé. Face à et dans une tâche authentique, le devenir terre du monde. De mémoire de marin, une recouvrance. Donc bienveillance, tendresse, je finirai bien par l'amour et ce que je ferai évidemment. Mon premier cours théorique, et je ne sais pas ce que mes collègues enseignants ont fait, mais mon premier cours théorique a été donné à l'école d'architecture de Grenoble. Avant, je n'avais enseigné que le paysage à Versailles et à Harvard pendant plus de 10 ans. À Grenoble, c'est en 1995. Enfin, je ne sais pas comment ça a été pour vous, mais un premier cours théorique, on a envie d'y dire tout ce qu'on a d'important à dire, quoi. Et surtout ne rien oublier, quoi, ne pas passer à côté. Et donc, ce premier cours abordait l'éthique. Son titre, c'était « Être et faire pour autrui », et son objet, c'était la recherche de la secrète connivence entre l'architecture et l'éthique. D'ailleurs, Chris m'a invité à donner ici une conférence à Clermont en 2000 dans le cadre de Polymatique, tu t'en souviens? Ouais. Bon, c'est parce que j'aime l'éthique que parfois la question de care m'indispose. On peut revenir sur ça après. Donc les cours commençaient ainsi. L'architecture repose sur 2 piliers principaux, profonds et ardents, ce sont l'éthique et la matérialité. L'éthique est engagée dans l'architecture, elle y est mise à l'œuvre, elle y est mise à l'épreuve du temps et de l'espace. Architecture et éthique sont indissociables, voilà pourquoi la dimension éthique propre à l'architecture se discerne mal. Elle n'est pas extérieure mais amalgamée, c'est un liant, ce n'est pas une greffe opérée à une quelconque activité technique ou formelle, ce n'est pas une dimension morale appliquée à l'architecture. Pour qu'une éthique soit appliquée de l'extérieur à une action humaine, comme les faisceaux de la loi ou les dictats de la morale, il faut qu'elle soit étrangère à cette action. Ce n'est pas le cas en architecture. L'éthique de l'architecture est la tenue même de l'architecture, je dirais même que c'est sa verticalité. Cette secrète amitié de l'architecture et de l'éthique nous mène, pour au moins 2 raisons, au problème contemporain majeur posé à la théorie architecturale. Quel sens pour le mot architecture ? La première raison est l'impossibilité de parler d'éthique et d'architecture si nous confondons encore architecture et bâtiment, architecture et activité de l'architecte. Il en va de même pour l'éthique, comment parler d'éthique et d'architecture si nous amalgamons encore éthique et valeur. La seconde raison vient de ce que la nécessité de comprendre ce qu'est l'architecture est inscrite dans la démarche éthique même. En effet, il est nécessaire d'affirmer les contours et le cœur de la présence architecturale pour que l'architecture puisse répondre présente, et ainsi répondre d'autrui par sa présence. Ainsi vient d'être nommé ce face à quoi l'architecture et l'éthique se définissent et se rassemblent, ce que l'architecture et l'éthique partagent, cette contrée avec laquelle elles se définissent, autrui. En fait, ce cours fut résumé en 2003 dans un poème que j'ai offert aux architectes qui prêtaient serment pour devenir architectes auprès du Conseil de l'Ordre d'Alsace et puis auprès du Conseil de l'Ordre des architectes de Bretagne. Je vais vous donner ce poème qui est en fait un résumé d'une année de cours. Dans un ultime texte, un mois avant qu'il s'enfonce dans les eaux claires de la Méditerranée, le père Corbu assurait « Oui, rien n'est transmissible que la pensée ». Je le crois aussi. Alors, au moment où il m'est offert de devenir votre grand frère, j'étais leur parrain, donc, voilà ce que je peux vous donner. Non pas une forme, non pas un style, non pas un savoir-faire, non pas une envie d'architecture, toutes choses qui vous sont propres. Je peux juste entrouvrir une porte sur la possibilité d'être et de faire pour autrui.
Une secrète connivence rive la matière aux êtres, l'architecture aux hommes, le mur et le toit à la personne. Confronté, enveloppé, l'architecte ne peut pas dire « ceci ne me regarde pas ». Son destin le destine à autrui et à ses 4 visages. L'autre, celui-là qui est en face de moi, soit, en tant que porteur d'une part d'humanité, l'autre, tout alentour, et de nos jours, la terre, dont soit l'autre, les autres sont inséparables. Au cœur de l'existence commune réside une fragilité essentielle, archaïque, consignée en creux dans la nature des hommes, contemporaine due aux actes passés présents contre la nature terrestre. Elle requiert de ce qui concourt à l'établissement humain un regard soucieux, une précaution du geste, le goût de la familiarité, une vénération de la matière. L'architecte touche à l'humanité de l'homme, aménage en une disposition signifiante sa tenue terrestre, le console des tourments essentiels, souscrit à son avenir. Il installe la vie par une matière disposée avec bienveillance donc. En fait, cette année de premier cours m'a libéré et m'a mis en situation de chercher les mots que je pouvais partager avec les étudiants. Et dans une espèce d'optimisme porteur, en 96, j'ai publié une sorte de manifeste qui s'appelait « Le monde change un lieu après l'autre ». Je ne vais pas tout vous le lire, ça a été publié dans Technique et Architecture. Voilà, 96, et peut-être un regard sur la réalité du monde qui était le mien, mais pas le monde. À présent, la demande d'architecture diffère d'il y a 20 ans. Elle a changé avec le monde. Le regard sur la nature a changé, sur la culture aussi. L'idéologie cède devant l'action, la tradition et la modernité se marient, les valeurs d'humanité écartent les modèles universels et invariants, le souci du monde, de soi et d'autrui, mène à l'attention et à la vigilance. La responsabilité prend le pas sur l'insouciance moderniste ou sur le cynisme et la bonne conscience récente. Le principe de réalité chasse l'ancienne et moderne utopie. La venue au vivant à laquelle nous assistons ne pouvait s'opérer sans retrouver le topos de l'homme, son lieu essentiel, c'est-à-dire le monde, en fait un monde en train d'être créé, différent de celui désolé dont nous sommes les enfants. Les localités, les temporalités, les identités, les territoires, les particularités, les spatialités, les quotidiennetés deviennent alors les principes actifs nourris au sein de la vie. Tout mène à l'engagement dans un lieu enrichi du monde et qui, dans sa particularité, renvoie à l'universel, comme chaque être et chaque culture. Affirmer quelque chose qui vient du lieu et se matérialise en une architecture, voilà l'autre exigence d'aujourd'hui. On ne nous pose jamais 2 fois la même question. Nous ne pouvons pas faire 2 fois la même réponse. L'eussons-nous d'ailleurs voulu. Chaque fois, nous rejouons notre compétence pour y répondre juste. La séculaire aventure architecturale dont nous héritons nous rend assez forts pour répondre à l'appel de tous les lieux. Pour trouver la matérialité propre à chaque lieu, tous les matériaux servent. Bois, béton, briques, pierre, enduit, métal, verre, plastique, cuivre, zinc, tuiles, chaux, etc. Pour trouver le monde dans le lieu, toutes les formes et toutes les conceptions d'espace sont a priori pertinentes, fruit de la longue lutte de l'homme en vue de son installation sur Terre. Une présence accrue de l'architecture est en train d'avenir, généreuse et modeste, disséminée dans les lieux, non plus comme œuvre d'architecte, mais comme soutien de toutes les volontés d'habiter. Si on les pense chacune pour ce qu'elles sont, elles délivrent leur importance, de la grande à la petite échelle, du territoire au bourg, en passant par la métropole, toutes sont remplies d'une envie de dignité ordinaire. Aujourd'hui, l'originalité de l'architecture provient de cette origine-là, la juste et décente rencontre de la demande et du lieu, et la pertinence de l'architecture, loin de la monumentalité, dans la mesure appropriée, cette modestie. Je fais un saut dans le temps. En 2021, 25 ans plus tard, la revue Architecture d'aujourd'hui fait un numéro sur la démesure, bigness, et demande si dans ces temps de sacro-sainte frugalité, la démesure est toujours envisageable. Je leur ai proposé un numéro sur la mesure, rightness, j'attends. On dit souvent qu'il faut une génération pour que les idées produisent leur effet. Je pense que là, nous en avons un exemple avéré.
arrive un nouveau compagnon inattendu, Yann Nussaume, qui a récemment publié un livre que je rencontre en fait avec Stéphane Gruet pour la revue Poiesis en 2002. Et au moment où la notion de milieu trouve sa place, aujourd'hui, ce compagnon de route d'Augustin Berg réinterroge, lui, la place de l'architecture. En 2002, dans un texte qui s'appelle L'Épassement, à propos de la crue intérieure, je dis ceci: pour nous, héritiers d'une situation catastrophique, il s'agit de ménager ce qui nous reste de nature et d'humanité, ce qui a donné le titre de la conférence d'aujourd'hui. Le concept d'aménagement fait le pont entre la pensée et le projet, ménager le réel tout en l'agençant. La pensée, c'est ménager, le projet, c'est agencer, accorder, combiner, ajuster, réunir. Alors, agencer tout en ménageant ou ménager tout en agençant. Quoi qu'il en soit, agencer avec soin le réel, ce qui reste de nature et d'humanité. Je vais juste m'attacher à deux notions, qui est celle de l'espacement et celle de l'essartement. Parce que pour nous, qui sommes architectes, urbanistes et paysagistes, qui sommes dans l'action, dans la nécessité de participer à la conception et à la réalisation de l'établissement humain, il est indispensable de savoir dans quel type d'espace nous travaillons et quels sont les outils pour y parvenir. Bon, il y a des confusions et je me suis attaché avec Thierry dans le livre Mieux avec moi à résorber quelques confusions qui persistent dans le monde des architectes. Par exemple, la confusion modernisme-modernité, je ne vais pas revenir sur ça, mais je ne comprends toujours pas comment on peut dire modernisme et modernité pour la même chose. Il y a une autre confusion qui embrouille la relation entre espace et spatialité. Ce point peut apparaître spécifique, mais il l'est forcément, puisque la question de la spatialité et de l'espace est au cœur de notre capacité à faire et à penser. L'espace est une idée, celle que nous nous faisons de notre être là au monde. Il y a autant de conceptions de l'espace que d'époques et de peuples dans l'histoire de l'humanité. Si l'espace est une idée, la spatialité est une condition, celle que vit notre être là au monde, incorporé. Il y a autant de spatialité que de milieu. L'espace et la spatialité, évidemment, sont reliés. L'idée que nous nous faisons de notre être là au monde l'influence réciproquement. Des concordances affines s'opèrent entre la pensée et la vie, entre ce qui est imaginé et ce qui est connu par l'expérience. Donc, quelle est la spatialité ? Dans quel espace vivons-nous aujourd'hui ? Notre espace n'est plus moderne. Il n'est plus l'expansion homogène isotrope. Notre espace n'est plus postmoderne. Il n'est plus ici et maintenant. Nous sommes entrés dans un espace d'une intériorité continue, où les mouvements, échanges et interactions associent être, lieu et matière dans une fluidité aléatoire. Nous vivons dans un monde fini, au plan duquel nous avons inscrit l'avenir. Pour nous, il n'y a plus de dehors sur Terre, seuls les objets en possèdent encore. Sur notre Terre finie, tout est intérieur et partagé. Nous sommes dans un espace dont la continuité est définitive, malgré les expressions hétérogènes des communautés. Les deux aspects de notre monde, biosphère et cybernétique, produisent la même immense intériorité, finie, mais dont l'étendue est telle qu'on l'apercevrait infinie. En fait, une nouvelle étendue assimilable à une atmosphère, ou bien un climat dans lequel s'enroulent et se blottissent finalement l'être, l'existence et l'établissement. Nous ne sommes pas en expansion, même si notre nombre augmente et si l'inflation aussi le fait. Nous sommes en insertion, à l'intérieur d'un monde connu, au cœur d'une histoire dont le dessin se donne dans l'atmosphère d'une communauté de la même sphère, pour paraphraser Sloterdijk. Chaque venue au monde n'élargit pas le monde, mais lui confère plus de densité, et on le sait, plus de gravité et de fragilité. C'est un peu plus d'humanité chaque fois ajoutée à la sphère de notre existence. L'arrivée d'un être comme d'une architecture se comprend vis-à-vis de la Terre et pas que des lieux. Il nous faut inscrire cette intériorité continue, finie et partagée au programme des lieux, des architectures, des villes, des territoires. Il nous faut engager l'accueil de ce qui est en train de venir, est inconnu, construire une passion pour la vie, tant faune, flore, humanité que matière, bâtir un monde équitable et désirable, penser le temps et l'espace chevillé aux êtres et aux choses, réenchanter le quotidien. Ce qui signifie fonder nos choix sur l'éthique, un amour de la vie, pour l'avenir de l'établissement. Une fois que l'on a compris qu'on est dans cette intériorité continue, il est nécessaire de penser aux outils
pour travailler dans cette intériorité continue. Donc nous vivons une situation au contour fini. Aussi, le travail d'architecture à produire ressort de l'essartement, pour reprendre un mot de l'époque médiévale. C'est-à-dire qu'il nous faut élargir des portions de ce monde déjà occupé. C'est un écart qui ouvre des éclaircies, les libère à l'arrivée de la vie quotidienne. Nous avons à dégager des vides où habiter ou être terriens ensemble et seuls. L'architecte Henri Gaudin employait ce terme à propos de l'espace architectural. Et il disait « Je suis tenté de le penser à travers le vocabulaire du négatif, renverser toujours totalement le vocabulaire de l'objet pour tenter de lui faire appréhender le creux, l'essartement, la clairière, l'espacement de la matière. » En accord avec lui, je l'évoquais ainsi pour ma part. Nous œuvrons dans la finitude, dans un déjà accompli, et tout compte fait, nous ne pouvons plus parler de croissance au sens d'un développement, d'une somme continue, de l'entropie. Il s'agit davantage de considérer l'ouverture comme accès à des horizons intérieurs. Notre travail est d'espacement, nous ne sommes pas des créateurs d'espace, nous participons à un essor intérieur, en fractionnant le monde fini, nous le dégageons, nous l'ouvrons à une infinité de mondes. Voilà la croissance en son projet de crue. Et la croissance qui se repose donc. Il n'y a plus de croissance. Le travail dans l'horizon intérieur n'en finit pas de s'ouvrir et de rendre le monde accessible. Les surfaces se métamorphosent en espace, le monde se déploie, se déplie en plis, en échappées, s'épanche, augmente sa capacité d'accueil de lieux de creux et de rebond. Et là, je rebondis justement sur la notion de chronotopie dont Thierry nous a toujours parlé. Comme la prise en compte du temps, par exemple, permet d'ouvrir des brèches, d'autres clairières dans le projet architectural et urbain. Le temps élargit l'espace, il l'essarte. Les temporalités augmentent les spatialités. Dans cette intériorité continue, tout est circonvoisin, tout est proche, tout est là. Tout devient contexte. Et l'architecture retrouve ses origines. Le monde, ses proximités. Dans cette intériorité habitée, l'essartement ne se fait pas à la tronçonneuse et au bulldozer. Il s'agit de trouver la richesse des diversités terrestres, reconnues, locales, et de l'ouvrir à de nouvelles venues. Les ressorts de l'éthique, desquels l'action des bâtisseurs relève et que j'ai évoqués précédemment, l'amour, la tendresse et la bienveillance, s'appliquent plus que tout dans ces travaux d'essartement. Ils mettent en œuvre le ménagement. Il y a une famille de ménageurs à laquelle je pense que j'appartiens, mais je vais laisser Thierry nous parler du ménagement tout à l'heure et en décrire le sens. Ménager le réel tout en l'agençant requiert un soin vis-à-vis de la société civile, nécessite son engagement dans le projet de son établissement, par le projet partagé. Cette retenue demande un autre regard prévenant sur la nature et sur la terre. Pour nous, les bâtisseurs, il signifie aussi notamment la considération des matières comme ressources précieuses, deux conditions en fait pour sortir du siècle précédent. Je ne vais pas vous parler de frugalité, je vais juste terminer sur la question du sacré. Bon, notre monde n'est plus moderne, il est plus postmoderne. Nous sommes entrés dans une ère que nous ne savons pas nommer, face à la crise de notre planète. Mais que nous le sachions ou que nous le sentions, nous vivons l'histoire que le philosophe allemand Hans Jonas avait écrite dans les années 70. Brusquement, tout ce qui est tout bonnement donné, ce qui est pris comme allant de soi, ce à quoi on ne réfléchit jamais dans le but d'une action, qu'il y ait des hommes, qu'il y ait la vie, qu'il y ait un monde fait pour cela, se trouve placé sous l'éclairage orageux de la menace de l'agir humain. Pourtant, ce qui est beau est encore là. C'est ce qui reste de nature et d'humanité, et c'est la vie. À propos de l'œuvre de Robert Antelme, L'espèce humaine, qui retrace la vie d'un commando dans un camp de concentration, je ne sais pas si vous l'avez lu, ce livre de Blanchot. Blanchot explique que l'homme étant réduit à l'extrême dénuement, à lui-même, n'a besoin de rien d'autre que le besoin pour, niant ce qui le nie, maintenir le rapport humain dans sa primauté. Il envisage que, sans doute s'agit-il encore d'une sorte d'égoïsme, et même du plus terrible égoïsme, mais un égoïsme sans ego, où l'homme, acharné à vivre et à toujours vivre, porte cet attachement comme l'attachement personnel à la vie. Et porte ce besoin comme le besoin qui est plus le sien propre, mais le besoin vide et neutre en quelque sorte, ainsi virtuellement celui de tous. Vivre, dit-il à peu près, c'est alors tout le sacré. Dans cette catastrophe, ou évidemment dans la leur, mais peut-être aussi dans la nôtre, dans cette rupture, dans cette mise en crise de la continuité de l'histoire, et dans la reconstruction qu'elle éveille à partir du néant, l'architecture retrouve sa dimension sacrée,
elle est installation de la vie. Merci Philippe. Je propose qu'on enchaîne avec l'intervention de Thierry et après on pourra échanger avec. Alors, merci bien. Donc Philippe m'invite à parler du ménagement et en fait j'avais envie de parler d'autre chose à la suite de tout ce qui avait été dit, j'avais entendu, mais comme c'était la commande, comme on dit, je vais l'honorer en quelques minutes. Effectivement, depuis très très longtemps, et je ne sais pas pourquoi, je déteste le mot aménagement. Je réfléchissais depuis, mais c'est vraiment quand j'étais tout petit, le mot aménagement pour moi renvoyait forcément à l'État aménageur, à la décision de hauts fonctionnaires forcément éclairés et qui n'étaient jamais soumis à une quelconque critique. Donc ils décidaient de mettre telle activité en Bretagne, telle autoroute à tel endroit, telle ville nouvelle à tel autre endroit, tel CHU à tel autre endroit, etc. Et donc j'ai tout de suite été très, très politiquement très contre l'aménagement. Ensuite, en vieillissant, je me suis mis à chercher pourquoi ce terme était apparu et qui l'avait utilisé pour la première fois. Et il semblerait que l'on le trouve en 1947 sous la plume d'Eugène Claudius Petit, qui est un résistant, qui était professeur de dessin au lycée et qui est devenu le premier ministre de la reconstruction et de l'urbanisme. C'était un grand admirateur de Le Corbusier. Il était le maire de Firminy. Il a fait travailler cet architecte pour lequel je voue une critique radicale depuis très petit aussi, hein, je dois dire. Donc, je reste là sur l'aménagement. Et à cette époque-là, en fait, à dire vrai, Eugène Claudius Petit doit être inspiré, mais je n'ai pas pu le prouver, par ce qu'on appelait la géographie active. C'était tout un mouvement lié à des géographes comme Pierre Georges, par exemple, hein, qui voulaient effectivement reconstruire le pays en réorientant finalement ses activités d'une manière territorialisée. Et puis, en 1963, il y a la création de la DATAR, donc la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale. Et donc là c'est quelque chose qui vient consacrer cette notion d'aménagement. Et du coup, dès qu'on parle d'aménagement, le Canard enchaîné parle de déménagement. Et puis, dès qu'on parle d'aménagement, il y a des groupes de citoyens qui s'opposent à telle ou telle proposition étatique, évidemment. Dont l'un d'entre eux, peut-être le plus intéressant pour nous ici, c'est Bernard Charbonneau, puisque c'est lui qui va mener le combat contre la plupart des aménagements des zones touristiques, de la Camargue, du Languedoc-Roussillon, de la côte aquitaine. Bernard Charbonneau, avec son pote Jacques Ellul, ont écrit le premier texte considéré comme étant d'écologie politique en 1937, texte proposé à la revue Esprit, qui le refuse. Et depuis, on considère que c'est le texte premier de cette réflexion. Et donc, Bernard Charbonneau, c'est donc un auteur excessivement important, qui a écrit un livre absolument majestueux sur la ville, qui s'appelle Le Jardin de Babylone, dont je vous recommande chaleureusement la lecture. Il est redécouvert et il est réédité en ce moment, donc ça c'est plutôt tout à fait positif. Et donc, mais il n'utilise pas dans sa critique de l'aménagement, il n'utilise pas le ménagement. Parce que j'aurais pas le temps de le développer, mais c'est dans l'article que j'ai publié dans la revue Topophile, vous le trouvez. L'aménagement n'est pas le contraire du ménagement et réciproquement. Ce n'est pas du tout des mots construits de la même manière. À dire vrai, même le mot aménagement vient du mot ménagement qui vient du verbe ménager, qui vient du verbe manoir. Donc ça c'est important parce que c'est vraiment le mot manoir qui est à l'origine de ce terme. Le verbe manoir n'est plus utilisé, je vous rassure, hein, bien sûr. Il est principalement... il est présent. Le verbe manoir vient de manere en latin, qui signifie demeurer, habiter, qui rester. Il y a plein d'autres sens comme ça. Et qui donnera en français, le verbe manere va donner en français maison, manse, manant, vous voyez, masure, manoir. Donc c'est un mot excessivement riche, hein, évidemment. Et ce terme manoir
Marc Bloch va le suivre de près dans son passage du français à l'anglais où il va acquérir un autre sens. Mais bon, je laisse ça de côté, c'est pas, ça nous entraînerait trop loin. Puis je voudrais dire des choses par rapport à ce qui a été dit cet après-midi. Donc je vais très très vite sur l'histoire de ces termes-là. Mais je trouve vraiment en lisant beaucoup, je trouve qu'un sociologue qui s'appelle Michel Marié, qui est né en 1931, j'ai cherché à voir s'il était toujours en vie, ce que j'espère pour lui, je n'ai pas trouvé. Donc si vous avez des informations, vous me les donnez. Michel Marié est un sociologue qui a travaillé avec l'OUA, avec beaucoup d'architectes, hein, la UA, pardon, avec Chemetov, avec des gens comme ça. Et puis il a coécrit un livre avec Jean Viard au tout début de la création de la maison d'édition de l'Aube, je crois. Et donc en 1985 et en 1996, il publie à chaque fois un article sur la notion de ménagement du territoire. Et donc, je suis tout content de trouver quelqu'un qui utilise ce terme. Je me dis, est-ce qu'il va l'utiliser comme moi? Pas du tout. Et il considère que le ménagement du territoire, il le définit comme étant la capacité des institutions de l'aménagement à autoréguler, c'est-à-dire à réévaluer en permanence les termes de leur action en fonction des forces en présence. Donc vous voyez, il utilise le terme ménagement et le verbe ménager pour le circonscrire à une action par une action de régulation des prises de décision étatiques. Donc c'est un sens très particulier. Ce sens-là n'a pas pris du tout. Je n'ai pas vu de gens qui ont réutilisé et qui ont cité Michel Marié comme étant une de ses références. Et lorsque je l'ai rencontré, à l'époque je dirigeais l'art urbanisme, donc j'ai fait une longue interview de lui, et je lui ai demandé d'où il avait eu l'idée du ménagement. Et il ne se souvenait pas, il dit non, ça m'est venu comme ça. Et alors je lui raconte que moi je l'utilise depuis 1990 dans mon livre Homo Urbanus, mais à partir de Heidegger. Et il m'a dit non, je n'ai pas lu Heidegger. Alors ensuite, il était très bien, il l'a lu. Enfin, on a eu quelques correspondances et quelques échanges. Mais moi, c'est dans le texte que tout étudiant en architecture a forcément lu. Généralement, c'est le seul texte d'Heidegger qu'on conseille aux étudiants. C'est bâtir, habiter, penser, sans virgule entre les trois verbes. Sinon, ça veut dire que vous n'avez pas lu le véritable article, puisque Heidegger saisit les trois verbes en même temps. Il ne les hiérarchise pas, évidemment. Et dans bâtir, habiter, penser, il y a cette phrase, il dit « Le trait fondamental dans l'habitation est ce ménagement ». Et il parle de ce ménagement pour bien marquer ce qu'il précédait, c'est-à-dire toute sa réflexion sur le terme Bohn, qui signifie à la fois rendre libre, épargner, et puis, d'une certaine façon, ménager. Donc, ce texte, cet article, cette conférence de Heidegger de 1951 est très importante parce que elle va... Alors, j'en ai fait l'historique dans un de mes livres, qui s'appelle Demeure terrestre. J'ai raconté comment ça pénétrait la psychologie française, avec des psychologues comme Jacqueline Pallman, etc. Comme ensuite ça rentre dans les écoles d'architecture, enfin aux Beaux-Arts d'abord en 1966, et puis ensuite comment ça s'est repris par Henri Lefebvre dans sa préface au Pavillonnaire, et puis ensuite comment c'est banalisé totalement au point où maintenant, ce qui m'irrite profondément, on habite le RER, on habite le froid, on habite en hauteur, on habite à côté d'ici, etc. Bon, donc des tas de trucs qui ne vont pas du tout pour moi, mais bon, c'est l'histoire de tous les mots. Du reste, je fais une petite digression sur ce qu'a dit Philippe. Moi aussi, le mot care, pas care, mais le mot prendre soin me gêne beaucoup parce que je vois que tous mes ennemis, par rapport à ma conception de la ville et de l'architecture, l'utilisent. Comme ils utilisent résilient, comme ils utilisent biosourcé, comme ils utilisent... Vous voyez, tous ces mots-là sont récupérés d'une certaine manière, donc il faut être excessivement vigilant sur le sens des termes, et puis ensuite, évidemment, réussir à provoquer du débat théorique, parce que... j'ai siégé pendant 3 mandatures à la commission du Vieux Paris, je me battais toujours contre le dénommé Missika, et bon, je n'ai pas été reconduit par Anne Hidalgo, mais c'est pas grave. Mais je veux dire par là que toute idée est un combat. Ça, c'est une évidence. Et donc, quand nos ennemis, enfin tous ceux qui bâtissent n'importe quoi, n'importe comment, utilisent les mêmes termes, on doit s'interroger, évidemment. Et donc, là, il faut reprendre le sens des mots. Donc, je saute tous ces trucs-là que je voulais vous raconter pour en arriver au mot, justement, care en anglais, parce que ça, c'est intéressant. J'ai cherché l'historique du mot soin en français. Et vraisemblablement, pour une fois, ça ne vient pas du latin,
ni du grec, enfin, mais ça vient du francique. Le francique, c'est la langue que parlait Charlemagne, c'est une langue germanique, mais qui va ensuite nourrir considérablement notre propre langue. Et ce terme francique, souni, qui va donner soin en français, signifie souci et chagrin. Et donc très vite, il a le sens de se soucier de s'intéresser à. Ainsi, le verbe soigner signifie prendre soin de s'inquiéter de, et au point où une soignante, par exemple, pendant plusieurs siècles, sera le synonyme de concubine, parce qu'elle prend soin de son amoureux, disons-le comme ça peut-être. Et donc, et du coup, évidemment, il y a un très très bel article dans ce dictionnaire que j'ouvre quasiment tous les jours, qui est le vocabulaire européen des philosophes, hein, le dictionnaire des intraduisibles, que Barbara Cassin a dirigé, mais enfin a co-dirigé, parce qu'ils étaient plusieurs là-dedans dans cette opération. Et donc c'est l'article Care est écrit par Catherine Audard, qui raconte que ce terme anglais care vient du vieil allemand ou gothique cara, et non pas, comme on l'a parfois dit, du latin cura, et veut dire peine, chagrin, souci. Et donc ce terme-là, et là je la cite, désigne l'effort qu'on fait pour anticiper un danger ou pour se prémunir des incertitudes de l'avenir. Donc vous voyez, care, c'est à ce sens-là, très, très, très riche, hein, très fort. Je vous renvoie évidemment au que sais-je de Fabienne, vous en saurez beaucoup plus sur ce mot-là. Et donc, il y a là tout de suite une idée que le care serait une activité plutôt féminine que masculine, dans le texte, dans le sens anglais du terme. Et donc, elle explique, cette Catherine Audard, que pour qu'il y ait du care, il faut qu'il y ait une éthique de la sollicitude. Donc là, on retombe sur des mots que Philippe a prononcés aussi. Il a dit éthique. Vous voyez, on va retrouver des tas de mots communs dans nos deux exposés, parce que même si on n'a pas forcément les mêmes références théoriques. Et donc, moi qui suis quelqu'un qui pratique toujours l'histoire rétroprospective, hein, j'écoute mon vieil ami Ivan Illich, qui a écrit un très beau livre que j'ai édité, ce qui s'appelle « Dans le miroir du passé ». Et je crois que c'était une très belle formule. On regarde dans le miroir du passé ce qu'il y avait déjà de présent hier, de notre présent qui était leur futur. Et donc, dans cette démarche rétroprospective, j'ai trouvé le mot care dans le titre d'un livre de 1909 d'un auteur que j'aimais bien, c'est pour ça que ça m'a amusé, Hugo Convens. Hugo Convens est le premier Prussien, c'est un botaniste, biologiste, et il est le premier Prussien à avoir le poste de responsable, on pourrait dire de secrétaire d'État, on dirait ça comme ça en France, c'est pas un statut de ministre, mais c'est quand même un poste important, de secrétaire d'État des monuments naturels. L'expression monument naturel est inventée par Alexander von Humboldt, un auteur absolument majeur pour toute réflexion sur l'écologie, bien sûr. C'est lui qui... alors il invente cette notion en 1814, mais en 1804, il se préoccupe de la corrélation qu'il a repérée entre un changement climatique et l'agriculture de rente. Et il dit il faut absolument diversifier cette agriculture parce que, d'abord, elle repose sur l'esclavage et il est anti-esclavagiste, et d'autre part, il dit ça va tellement abîmer le sol qu'on en aura la responsabilité pour les générations futures. Vraisemblablement, la formule génération future apparaît pour la première fois aussi chez Humboldt. Bon, je ne parlerai pas d'Humboldt, malheureusement, parce qu'il me reste 5-6 minutes, mais vous avez compris que c'est un auteur que j'aime beaucoup. On est en train de rééditer en français son livre Cosmos, qu'il faut absolument lire. Ce n'est que 4 tomes de 600 pages chacun, mais ça vaut le coup. C'est un texte important. Et donc, ce Hugo Convens va essayer d'expliquer qu'il nous faut protéger, donc prendre soin, ces monuments naturels. Ces monuments naturels qui sont les rivières, les forêts. Alors, plusieurs exposés tout à l'heure faisaient référence à l'attribution d'une personnalité juridique pour des éléments de la nature. C'était une suggestion d'Hugo Convens. Et puis, il était pour les forêts urbaines, il était pour les jardins scolaires, il était pour l'école dehors. Vous voyez, toute une série de réflexions qu'on évoque maintenant. J'appartiens au petit mouvement de coalition de l'école dehors, bon, vous avez peut-être entendu parler de ça, en tant que président de la rue
aux enfants, donc je suis dans tous ces mouvements-là, et là je vois à quel point il y a une revendication extraordinaire d'aller apprendre de la nature ce qu'elle peut nous dire sur elle-même et sur nous, en allant étudier sur place, c'est-à-dire in situ. Donc il faut que l'école ne soit plus ce qu'elle était. C'est-à-dire que, je l'avais écrit déjà dans plusieurs livres, j'étais en vieux bachelardien, je suis pour une école élémentale, et non pas une école élémentaire. Mais j'ai envoyé une suggestion à Blanquer, il ne m'a pas répondu. Je lui disais, ce serait pas mal de changer, de créer des écoles élémentales, parce que justement, si on veut prendre soin de la Terre, si on a compris que notre santé des humains dépendait de la santé du vivant, alors il nous faut évidemment être très très attentif aux éléments. Mais vous voyez, on s'en sépare de plus en plus, on crée des médiations de plus en plus importantes entre nous et puis le monde élémental. Alors évidemment, j'allais forcément évoquer Johan Tronto, puisque tout le monde l'a fait, il fallait quand même que je sois dans le coup, mais je voulais surtout mentionner le texte qu'elle a publié en Anthropophile, que mon fils a traduit, et vous faire part d'une correspondance, que vous ne pouvez pas connaître évidemment, qui est la suivante. Martin, c'est le prénom de mon fils, d'un de mes fils. Martin traduit ce texte-là, qui est vers une architecture du ménagement, et je lui dis, t'es un peu gonflé de traduire Caire par ménagement. Il me dit, oui, mais j'ai été nourri par ce terme, t'en parles tout le temps, et je pense que c'est ça que ça veut dire. Et donc, il y a eu un échange de lettres où elle découvrait ce terme qu'elle ne connaissait pas, mais où elle a acquiescé en disant c'est tout à fait pertinent comme traduction en français, parce que elle pense que le Caire, c'est intraduisible, d'une certaine façon. C'est comme le Dasein chez Heidegger, ou comme la Saudade chez les poètes brésiliens. Il faudrait le laisser dans sa propre langue, parce que justement, le prendre soin peut donner simplement d'autres sens, on l'a vu tout à l'heure. Ça peut être un sens purement du personnel médical, vous voyez, du personnel soignant. Pour moi, c'est pas ça, le prendre soin, c'est autre chose. Bon, voilà, c'est pour vous dire que c'est excessivement important comme notion. Il y a une dimension existentielle, bien sûr, dans le prendre soin, et il y a une dimension qui a à voir avec la nature et le monde vivant auquel nous appartenons. Bon, alors donc, voilà, j'en dirai pas plus sur le ménagement, parce que le texte très complet, enfin j'espère, est sur la revue Topophile. Par contre, je voudrais réagir très rapidement sur deux ou trois petits points qui clarifieront peut-être, du moins ma position, à défaut de la vôtre. C'est, voilà, il y a des mots qui sont piégés, enfin comme beaucoup, et en particulier le mot ville. Et donc du coup, et le mot urbanisme. Donc pour moi, l'urbanisme, pour que ce soit clair, l'urbanisme, c'est le moment occidental et masculin de la fabrique de la ville productiviste. Donc voilà, ça c'est clair, j'ai beaucoup écrit là-dessus, j'essaie de le démontrer. Donc et donc j'invitais à l'université d'été des urbanistes à Lyon il y a 5 ou 6 ans, ils m'avaient invité, ils avaient été très gentils, j'aurais dit, ben voilà, arrêtez d'être des urbanistes, déchirez vos cartes de visite et mettez ménageurs des possibles. Alors ils m'ont pas répondu. Bon, mais ceux qui m'ont écrit pour me remercier de mon exposé signaient leur mail un tel urbaniste. Donc j'ai compris qu'ils maintenaient leur certification ou leur labellisation. Mais je pense que c'est une grave erreur. L'urbanisme est vraiment... bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais c'est vraiment lié. C'est pour ça que c'est un terme qui est occidental, en anglais, en allemand, en espagnol, etc., puisqu'il apparaît pour la première fois en espagnol. C'est un terme qui désigne vraiment la fabrication de la ville productiviste, c'est-à-dire la ville pour un homme actif, solvable et en bonne santé. Donc on n'est plus là-dedans, évidemment, on n'est plus du tout dans ce type de société. Mais est-ce qu'on est encore dans des villes? Alors moi je fais partie de ceux depuis plus de 30 ans qui considèrent que nous sommes dans de l'urbain. Et donc c'est un grand débat, encore aujourd'hui. Voilà. Donc je considère que l'urbain domine partout et que l'urbain se construit et non pas s'architecture sans prendre soin, ni des lieux, ni des gens, ni des choses, ni du vivant. Donc c'est pour ça qu'on a tous ces désastres urbains que je recense dans un de mes bouquins. Et donc, pour moi, la ville, c'est quoi? C'est l'heureuse combinaison de 3 qualités, l'urbanité, la diversité et l'altérité. Mais là, je n'ai pas le temps de les détailler chacune. Mais évidemment,
chacune de ces qualités-là est contrecarrée par le développement de l'urbain à l'échelle planétaire. Alors c'est pour ça que j'ai écrit un bouquin sur les ghettos de riches, qui est un tour du monde des enclaves résidentielles sécurisées, parce que quand j'ai appris en 2006 ou 2007 que c'était le premier produit immobilier au monde, je me suis dit il faut enquêter là-dessus, parce que ça ne fait pas ville. Donc je me suis associé à des gens beaucoup plus compétents que moi, qui connaissaient mieux que moi l'Amérique latine, la Chine, l'Inde, etc. Donc j'ai fait ce livre collectif sur les gated communities, et effectivement... il ne peut pas faire ville, ces enclaves résidentielles, parce qu'elles ne sont pas diversifiées. Elles ne sont pas pour une diversité des activités, des cultures, des religions, des sexes, des ceci, des cela, etc. Non, c'est au contraire une homogénéisation culturelle et économique. Et donc c'est aujourd'hui encore, et en France, c'est considérable le nombre de gated communities qui se démultiplient partout. Et évidemment, à chaque fois, des architectes signent les plans de ces ensembles. Donc ça pose une question éthique, évidemment. Enfin, du moins pour moi. Donc, ça, c'est le premier point. Après, j'ai écrit un bouquin qui sort là dans quelques semaines sur les bidonvilles, qui est en quelques semaines depuis très très longtemps, et à l'échelle planétaire, parce que c'est aussi une autre manière que cette urbanisation s'effectue. Elle s'effectue par la Global City, elle s'effectue par les gated communities, elle s'effectue par les mégalopoles. Et elle s'est fait, alors ça j'ai écrit sur les mégalopoles très beaucoup, comme dit l'autre, et puis sur les bidonvilles. Et là, je me suis aperçu en écrivant ces différents livres à quel point, effectivement, ça ne fait pas ville. Et donc, il nous faut, si l'on veut, et ça ne prend pas soin, ni des gens, ni des lieux, souvent les bidonvilles sont à côté des décharges, évidemment, etc. Enfin, vous connaissez toutes ces caractéristiques. Alors, si la ville, nous en français, on est très embêtés, qu'est-ce que c'est que la ville, et qu'est-ce que serait la ville habitable, c'est-à-dire la ville où l'on serait bien, la ville qui prendrait soin de tous les citadins. Donc ça, c'est l'objet du livre que j'ai publié cette année, qui s'appelle « Mesures et démesures des villes », où je reprends toutes les tentatives de quantifier les bonnes villes, et je les compare les unes aux autres. Voilà, donc, et c'est toute une réflexion, bien sûr, sur la notion de taille, d'échelle, de dimension. Et donc, évidemment, ça commence par l'hubris, bien sûr, qui, en grec, chez Homère, est l'outrage. Ce n'est pas la disproportion, hein, ce n'est pas le gigantisme non plus. Donc là aussi, je me suis aperçu que c'était pas un bon usage du terme. Il fallait utiliser d'autres expressions pour ça. Hein, le grand Paris, le grand ceci, ce n'est pas de l'hubris. C'est à discuter, et c'est même tout à fait discutable. Mais c'est plutôt à discuter à partir de cette notion du prendre soin. Et donc, en réfléchissant à tous ces termes-là, je me suis aperçu qu'il fallait peut-être qu'on sorte de l'universel et qu'on essaye de mieux comprendre le pluriversel. Pourquoi ? Parce que les trois principes des architectes, urbanistes, paysagistes, designers, etc., c'est le cas par cas, le sur-mesure et le fait avec les habitants et le vivant. Et donc là, vous voyez, dans chaque fois, on est dans autre chose que quelque chose qui serait dans la standardisation, dans la normalisation et dans peut-être l'égalité des territoires. Tout ça fait sens. Hein. Quand le premier ministère d'écologie sous Hollande s'est appelé ministère de l'égalité des territoires et est attribué à Cécile Duflot, il se trouve que je faisais partie des 5-6 intellos qu'elle avait réunis une seule fois, enfin une première fois, elle ne m'a jamais réinvité. Je lui ai dit, il faut tout de suite changer d'intitulé. Vous parlez peut-être du ministère de la solidarité des territoires, mais pas de l'égalité des territoires. Les territoires ne sont pas égaux. C'est une absurdité de dire ça comme ça. Bon bref. Alors ça, c'est un point qui, pour moi, est très très important, parce que ce qui est essentiel dans le ménagement, c'est le fait de pouvoir combiner en permanence les territorialités et les temporalités de nos existences. Ça, c'est pour moi le point le plus important. J'ai beaucoup écrit sur le temps, sur la chronobiologie, etc., depuis mon petit essai sur la sieste, mais j'ai repris ça très très régulièrement en essayant de voir un peu, en particulier Bachelard, bien sûr. Hein, Bachelard invente la topoanalyse, mais il la combine tout de suite à la rythme-analyse. Donc il nous faut réétudier tous ces termes-là. Hein. C'est pour ça que j'ai réédité l'an passé tous les textes d'Henri Lefebvre sur la rythme-analyse. Et c'est amusant parce que j'étais persuadé que ça allait marcher. Ça ne se vend pas du tout, tout le monde s'en fout. On croit qu'Henri Lefebvre, c'est le droit à la ville, pour ceux qui connaissent ce nom. Mais en fait, non. Son vrai combat,
c'est son livre le plus important et qui sera publié de manière posthume en 92 puisqu'il meurt en 91, et il m'en avait parlé encore quelques temps avant, c'est vraiment la rythmanalyse. Parce qu'il pense que nous sommes rythmiques, nous sommes toujours, non pas dans le projet, dans ce qui est au-delà de nous, mais dans le trajet. Donc peut-être que c'est le terme qu'il faut utiliser, enfin, etc. etc. Maintenant, je vous ai défini la ville selon moi. Alors, il faut que je dise un mot sur l'architecture, mais Chris connaît cette définition que j'ai formulée devant Henri Baldinet pour ses 90 ans. Il fallait lui rendre un hommage. Et je lui dis, ben voilà, pour moi, alors je l'argumente évidemment, là je vous donne ça en une phrase, hein, l'architecture est l'attente d'une présence. Et j'en ai eu la confirmation en travaillant sur tous les textes de science-fiction de Ballard. Hein, c'est le dernier livre que j'ai publié il y a 15 jours, c'est sur Ballard et le cauchemar consumériste. Bon. Et en fait, réfléchissant au prendre soin, réfléchissant à l'hospitalité, etc., je me suis aperçu que Ballard nous éclaire, que la plupart de ses livres nous montrent à quel point, et c'est une phrase de lui, à quel point nous sommes devenus des consommateurs consommés par la société de consommation. Nous sommes donc dans une société de telle aliénation que nous sommes devenus, comme le dit Anders, des dividus et non plus des individus. Et donc si nous sommes des individus, nous ne pourrons plus prendre soin, même si on utilise le terme, parce qu'il y a ce décalage qui est fondamental. Hein, et cette distinction entre individu et individu, elle date de 1956, c'est dans le premier tome de l'obsolescence de l'homme. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on chemine, enfin que moi je chemine petitement. Et alors, je viens de lire dans le train les cours de Derrida sur l'hospitalité, les cours de 94-95, où il cite élogieusement le livre de Daniel sur les villes-refuges. Et là, il y a une formule magnifique, je m'arrêterai là-dessus, sinon je pourrais continuer longtemps. Il parle du chez-soi. Et il dit, mais de quel soi s'agit-il ? Eh bien, merci. Donc là maintenant, j'espère qu'il va y avoir quelques réactions, puisque finalement, il y a, en fait, quelque part, vient d'être jeté un pavé dans la mare en disant que prendre soin, c'est vraiment pas le mot qui convient, mais moi je pense très intéressant de voir à quel point ménager, prendre soin, care, etc., finalement manifeste qu'il y a plusieurs manières, on tourne autour de ce qui est en jeu, dans une certaine manière de se comporter vis-à-vis de l'autre. Donc je trouve que c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi. Est-ce qu'on garde, prendre soin? Est-ce qu'on prend plutôt care? Bon, on a fait le choix. Finalement, on en avait parlé. D'ailleurs, je me rappelle d'avoir même en avoir parlé avec Daniel. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il en pensait. Et on a opté prendre soin. Mais c'est intéressant, ça ouvre une réflexion. Et là, je vous reconnais bien, Thierry, elle nous a jeté un grand pavé dans la mare en disant « Mais pourquoi ça s'appelle prendre soin ?» Mais non, mais c'est pas grave. Ça nous fait réfléchir. Ça nous met au travail. J'apprécie beaucoup. Alors maintenant, la parole, évidemment, est je veux bien rebondir sur prendre soin, parce que prendre soin, bon, il y a care, prendre soin, soin. Prendre soin, c'est pas tout à fait soin de toute façon. Parce qu'effectivement, il y a, voilà, c'est ça. Il y a toute l'idée quand même aussi de la possibilité d'une pratique, de la possibilité d'un faire, d'une activité. Et puis, après tout, même si on prenait la notion de soin en français, si on reprend par exemple les travaux de Frédéric Worms là-dessus, qui a bien montré, alors lui, il part justement sur cette notion de soin, qu'à la fois, il y a bien sûr le sens curatif du soin, mais qu'il y a aussi le sens relationnel. Après c'était très intéressant. Bon, vos deux communications étaient vraiment très belles. Et peut-être que le terme de care, on peut avoir un peu parfois de distance à son égard, parce que si on le prend tout seul, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Alors qu'en revanche, si on commence à parler d'éthique du care ou de politique du care, ben là, on va parler de choses beaucoup plus précises. En revanche, sur ce que vous avez dit, Thierry, sur le rapport aux soucis,
Et donc, soins, soucis, orgueux, justement, dans l'hospitalité de Derrida, ce séminaire-là de 95-96, il reprend justement tout ce fil-là qui renvoie aussi à la notion aussi d'inquiétude. Voilà. Donc merci, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Je voudrais quand même, parce que c'est un auteur que j'adore, comme vous le savez, qui est Ivan Illich. Et là, il a une formule que je trouve magnifique. Je vais la retrouver parce que c'est quand même très beau. Il est au Japon et il explique à ses autres Japonais qu'il ne peut pas leur parler japonais. Ivan Illich parlait 14 langues, mais le japonais, il avait du mal. Bon, moi aussi, donc du coup, j'en parlerai pas. Mais il dit, voilà, je voudrais me réfléchir sur un de vos mots en japonais, qui est le mot communaux, les communaux. Et c'est iriai. S'il y en a qui parlent japonais, ils pourront me corriger pour mieux le prononcer. Et il écrit, ces parties de l'environnement à l'égard desquelles le droit coutumier imposait des formes particulières de respect communautaire ne représente pas seulement un transfert matériel du contrôle des herbages qui est passé des paysans aux seigneurs, mais marque un changement radical dans les attitudes de la société envers l'environnement. Alors, il explique que la rue n'est plus le lieu de vie de tout un quartier, mais une simple ressource pour la circulation des habitants, tout comme le silence qui ne peut plus se manifester dans un monde communicationnel saturé de paroles et de haut-parleurs. Une telle transformation de l'environnement, de communaux en ressources productives, constitue la forme la plus fondamentale de dégradation que l'on puisse subir. Ça, c'est une phrase excessivement importante. C'est-à-dire que tout d'un coup, alors il poursuit, a contrario, ménager consisterait à maintenir ces communaux sans les réduire à des ressources destinées au marché, qui instituent tout individu en consommateur. Donc c'est ça, d'une certaine façon, nous perdons notre autonomie en tant qu'individu parce que nous déléguons au marché de quoi satisfaire nos attentes. Et la société est faite de telle façon qu'on ne peut pas faire autrement. Bon, il se trouve que j'ai arrêté depuis avec la Covid, mais je faisais des conversations philosophiques à la halte de jour d'Emmaüs, rue des Bourdonnais, à Paris. Là, j'ai bien vu à quel point les 3 ou 4 SDF avec qui je parlais philo, et ensuite, quand on buvait un verre, on parlait d'eux. Et eux, il y en a un jour qui me dit, c'est incroyable, l'assistante sociale, je ne la supporte plus, mais il en avait marre. Elle m'aidera à remplir tel papier que si je lui donne mon projet de vie. Alors il ne comprenait pas ce que ça voulait dire, projet de vie. Et il dit, moi je ne veux pas être assisté, je veux simplement pouvoir être pauvre comme je suis pauvre dans la ville. Eh bien non, je n'ai pas le droit, il faut que je passe par des autorisations, par une sorte de modélisation de mon propre parcours. Et donc il était totalement écœuré de ça. C'est-à-dire que, et là je lui ai pas dit, mais il me donnait la confirmation de la réflexion d'Illich quand il explique que nous sommes dans une pauvreté moderne. Le pauvre ne peut pas construire sa propre maison, il n'a pas le droit. Parce qu'il faut un règlement, il faut une autorisation, il faut ceci et cela. Donc on voit bien comment nous sommes dans un système de dépossession de notre propre capacité à agir. Et finalement, on accepte parce que c'est comme ça qu'on aura tel droit. Ivan Illich était réticent à la multiplication des droits. Même le droit à la ville. Il y a un droit, c'est un droit. Et après, alors il dit, après ça devient absurde si à chaque fois il y a un droit spécifique pour telle catégorie de la population, pour telle activité, pour telle réalité, etc. Il dit, ça veut dire que le système juridique ne fonctionne pas. Merci pour ces présentations. J'ai une question pour Philippe Madec, parce que vous avez dit que vous n'aimez pas le terme care, mais vous n'avez pas expliqué pourquoi. J'aurais bien aimé savoir pourquoi. Vous n'allez pas le torturer? Comment vous dire? Je ne pense pas que ce soit exactement l'objet de l'architecture. Voilà. Et j'ai peur que ça prenne la place de la raison d'être de l'architecture.
C'est pour ça que je préfère ne pas le mettre au cœur de toutes les discussions. Voilà. Et vous savez, ça a été vrai avec d'autres termes avant, hein, Caire. Eh bien, comment vous dire, du coup il m'échappe, mais ça va me revenir très vite. Mais ça me reviendra. Mais... D'autres interventions? Oui. Mais d'abord, oui. Parce que je comprends vos réticences par rapport à cette question cette appellation, prendre soin. Mais moi, il y a une chose qui me frappe quand même, c'est que je pense que vous n'avez pas échappé à cette révélation depuis 2 ans. C'est-à-dire, il y a tout d'un coup une chose qui est devenue visible, lisible, audible, c'est de mettre dans une sorte de grand paquet, je ne sais pas comment dire, les vulnérables, maintenant on appelle ça comme ça, qui sont un mélange de patients, de gens vieux, de gens jeunes, enfin tout on sait à peu près des vulnérables, on met qui sont aidés, donc les aidants, et des soignants. Et si on prend ces 3 paquets, ces 3 appellations, ce qui m'a frappé, ce que je ne savais pas, c'est que ça représente au moins un tiers de notre pays, en termes d'habitants, en termes de personnes qui vivent là. Et ça veut dire que toute l'économie qui repose sur un tiers de nos habitants est complètement ailleurs que dans le libéralisme. Enfin, les vulnérables, les aidants et les soignants ne sont pas dans le libéralisme. Donc en gros, je n'avais pas compris, avant ce Covid, que j'avais un tiers de la population auquel j'étais de plein pied en tant qu'architecte. Et que ma conception d'architecture s'en trouvait quelque part un peu bouleversée. Et ça, c'est quand même troublant. Et que ce mot « prendre soin », finalement, était assez revendiqué ou adapté à ces 3, un patient, un vulnérable, on peut tout à fait dire qui on prend soin de lui, un aidant qui prend soin d'eux, et le soignant, alors lui, il n'a aucun état d'âme, il prend soin et puis c'est tout. Donc en gros, je comprends le fait qu'on doit être précis, rigoureux, mais il y a quand même tout d'un coup en français, là, quelque chose de totalement français, qui est cette réunion. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, cette espèce d'émergence. Si tous les pays ont un tiers de leur population qui sont comme ça, ce que je ne crois pas, enfin, en tout cas hors d'Europe, non. Il y a quelque chose qui nous est spécifique là, et qui pourrait accrocher cette espèce de grande notion qui vient tout d'un coup quand même balayer un peu l'usure du vivre ensemble. On a vécu des années avec cette question. Et moi, je trouve que c'était intéressant d'avoir un après à cette question du vivre ensemble qui nous a beaucoup porté, peut-être pour faire de l'espace public et tout ça. Voilà. Donc ma question, c'est comment, par rapport à cette espèce de constat, je ne sais pas si vous le partagez, on peut raccrocher ce qui nous anime, c'est-à-dire faire projet d'architecture. Oui, j'ai observé évidemment que le mot... Du reste, prendre soin, moi je l'aime beaucoup. Mais je pense qu'il faut prendre soin même de ceux qui ne sont pas vulnérables. C'est autre chose. Et tout le monde vivant, il faut prendre soin, etc. Bon. Mais il faut préciser ce qu'on entend par prendre soin. Et ce qu'a dit Fabienne est très juste. Ce n'est pas simplement soigner ou guérir ou alimenter ou nourrir, ou je sais pas quoi, ou aller promener quelqu'un. Bon, l'aspect relationnel est essentiel, mais l'aspect relationnel, elle est fondatrice de la qualité de l'humain. C'est-à-dire que notre humanité, c'est précisément, enfin, Simone le dit très bien, nous sommes l'être frontière qui n'avons pas de frontières. C'est-à-dire que nous sommes toujours en train de nous lier, pour nous délier, pour nous relier. Et donc ça, c'est fondamental, et on ne fait qu'au nom du prendre soin. Je suis tout à fait convaincu de ça. Par contre, comme si je parlais des gated community en France aujourd'hui, c'est pour justement dire que être ensemble, vivre ensemble, etc., ça ne me plaît pas du tout comme expression, parce qu'elle ne correspond pas du tout à la réalité. On est dans quelque chose de discriminant. On est dans quelque chose de ségrégué. Enfin, il suffit de regarder la manière dont la France est peuplée. Nous sommes c'est pour ça qu'il nous faut décroître les métropoles et les mégalopoles à l'échelle planétaire, qu'il nous faut peut-être inventer la biorégion, enfin, d'autres choses dorénavant, parce qu'il nous faut refaire précisément quelque chose qui n'existe plus, qui est le faire
ensemble et non pas faire un ensemble. Ça, c'est Jean-Luc Nancy qui disait ça très justement. Et bien, on en est là. Donc c'est très très difficile. Moi aussi, je suis d'accord pour dire oui, il faut prendre soin, mais c'est un peu comme la formule d'Orwell. Hein. Les hommes sont égaux, certains plus que d'autres. Donc je vais prendre soin des uns, mais plus d'autres peut-être. Donc il faut faire très attention à cette idée. Moi, j'écoute ça partout dans les colloques, les débats. J'étais encore à la réunion de Utopia bientôt, avec autour d'Edgar Morin, etc. Tout le monde disait « Ah oui, c'est l'être ensemble, faire ensemble, c'est extraordinaire, il y a des collectifs citoyens partout, de tous les côtés en France ça bouge, etc. » Oui, mais en même temps, ce qui se fait, ce qui se vote, enfin quand on regarde les sondages d'opinion, c'est effrayant. Je ne vois pas comment on peut voter Zemmour ou Marine Le Pen et prendre soin. Mais les mêmes pourraient tout à fait avoir cette expression dans leur discours. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire excessivement attention à l'expression. Ce n'est pas le mot. Le mot, je le partage tout à fait. Non, mais, oui, moi je crois que, bien sûr, tous les mots sont piégés. Hein. Ménager, c'est piégé. On peut dire ménager, c'est piégé. Convivialisme, c'est piégé. Tout est piégé. Donc je veux dire, je pense que là, enfin, dès qu'on va isoler un mot, on va dire j'aime pas ce mot, je jette ce mot, je prends ce mot, c'est s'appauvrir énormément. La langue a plusieurs mots, elle a plusieurs nuances. Je pense qu'il faut quelque part être aussi très accueillant à la façon de chercher à nommer ce qui est en train d'émerger. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger, c'est-à-dire, c'est vrai que c'est une forme c'est une nouvelle quête pour se comporter autrement. Donc les mots qu'on va utiliser sont des mots ils sont tous piégés. Liberté, égalité, fraternité, 3 mots qui ont soulevé les peuples et qui quelque part continuent finalement à nous faire parler et à nous faire nous rencontrer. Un jour, ces 3 mots sont devenus quelque part, ils ont fait récit d'une certaine manière politique et ils ont ouvert de nouvelles pistes. Je pense qu'aujourd'hui, travailler sur le care, travailler sur le prendre soin, travailler sur le ménager, c'est pas la même chose, prendre soin et ménager. Hein, on est sur d'autres éléments. C'est fondamentalement se situer dans cette période aujourd'hui où on constate que les désastres sont absolument les dégâts, la façon de maltraiter. Pourquoi est-ce qu'on parle de care? C'est parce qu'en fait, on hérite d'un monde de maltraitance. Et cette maltraitance qui est absolument généralisée et qui s'adresse aux plus faibles des vivants, comme je dirais, certainement aux plus riches, d'une certaine manière, puisque cette maltraitance, elle est une asphyxie des sols, des airs, de l'eau. Moi, je pense qu'il faut prendre très au sérieux ces mots-là. On a besoin de tous ces mots pour résister à des manières de faire qui nous ont détruit, qui ont épuisé les existences. Et je pense que cet épuisement, il est perçu par tout le monde. Il y a un épuisement politique, il y a un épuisement éthique. Et tout ce travail, par exemple, qui se fait autour du vivant, avec des gens que les étudiants découvrent avec bonheur, quelque part, ce travail autour de Morisot, autour du travail je ne me rappelle plus le nom, sur l'oiseau, ou sur le poulpe, Vinciane Després. Pourquoi? C'est parce que d'un seul coup, ça réouvre un autre rapport, une recherche d'une autre sensibilité, une recherche finalement de nouvelles connivences. Donc cette question du prendre soin, c'est intéressant de voir que certains vont en parler évidemment en termes de comment est-ce qu'on va prendre soin quand on est soignant. Mais évidemment, le prendre soin, ça s'adresse à tout humain. Et c'est pour ça que Joanne Tronto, elle nous parle, parce qu'en fait, en disant que c'est une question qui est posée, c'est pas non plus une idole, hein, je pense qu'on ne sait pas ces termes. C'est intéressant de voir que sans se concerter, beaucoup ont envie de s'y référer. Et que c'est intéressant de se dire que ça pose une question à l'échelle de l'espèce humaine. La question qui est posée, c'est à l'échelle de l'espèce humaine. C'est la question qui est posée par aussi Edgar Morin, lorsqu'il parle de l'espèce humaine. C'est-à-dire que c'était déjà la question qui était posée finalement à l'échelle de l'humanité par Kant. C'est-à-dire d'un seul coup, on nous repose des questions en termes de l'espèce. Et les espèces entre elles, etc. Donc, si ces vocabulaires arrivent aujourd'hui,
c'est précisément parce qu'il y a une crise, une menace, une destruction, sixième extinction des espèces, de la biodiversité. C'est parce qu'il y a tout ça qui est en jeu. Donc moi, je trouve que, personnellement, j'ai envie de tous ces mots. J'ai envie du care, j'ai envie du prendre soin, j'ai envie du ménager, j'ai envie de la sollicitude, de la considération, de la reconsidération, de l'attention, de tous ces mots qui vont ensemble. Ils fabriquent une planète à eux tous. Et tous les écarts qu'il y a entre ces mots, j'en ai besoin. J'en ai besoin justement pour arriver à travailler dans la nuance que demande l'architecture et l'architecturé. Alors là, c'est vrai que je souhaite mettre vraiment... J'insiste là-dessus parce que j'ai trouvé qu'il y avait une façon de dire « Ah ben oui, moi je ne parle pas du prendre soin, je ne parle pas du care, je parle pas... Ben d'accord, mais... » Ouais, parler d'autres choses, mais nous, on est nombreux à en parler. Toute la journée, on n'a parlé que de ça. Et voilà. Et ça, moi, ça me fait plaisir parce que ça nous fait discuter. La philosophie, c'est un lieu de débat, c'est une agora. Et donc, c'est pas pour être tous d'accord. Mais je pense qu'il y a quand même une certaine arrogance à vouloir dire que voilà, ce mot, non. C'est arrivé assez souvent dans beaucoup de débats en architecture. On dit non, ce mot, il faut le supprimer. Non, moi, je n'ai pas envie de supprimer les mots. Et ce vocabulaire, par exemple, européen des intraduisibles, justement, de Barbara Cassin, qui justement nous aide à dire qu'il y a plus d'une manière de dire et il y a plus d'une manière de traduire les mots. Il n'y a pas une seule façon de traduire. Et que tout le travail qu'on aura, tous les écarts d'un mot à un autre de la traduction va nous permettre précisément d'ajuster et de redonner, finalement, de nous remettre au travail par rapport au chantier de l'architecture. Et aussi, c'est vrai, de cette rencontre entre architecture et philosophie, elle est autour des mots. Mais c'est pas en excluant des mots, c'est au contraire en les faisant travailler ensemble. Mais non, mais c'est pas ça. Mais je pense qu'on peut peut-être avoir peut-être d'autres réactions aussi. C'est ce que vous avez dit exactement, Thierry. Oui, merci. J'ai pris l'affiche. Architecture et philosophie, prendre soin comme une question. Enfin, prendre soin, mais de quoi? De quoi est-il urgent de prendre soin? Et je voulais vous remercier parce que vos deux contributions m'ont apporté une réponse. Alors, je vais d'abord faire un détour par le conte amérindien. Merci Philippe pour le renard, le jet et le pou, parce qu'il a donné lieu à un double dévoilement. Enfin, le premier, c'est que le renard, c'est Boulet, le jet, c'est Kenneth Frampton, et le pou, c'est Alberto Pérez Gomez, ou bien ce sont Chris Younes et Benoît Goetz et Yann Lussaune. Ça, c'est la première lecture, mais il y a une deuxième lecture que le renard, c'est 1986. Le jet, c'est 1992. Le pou, c'est 1995. Et tous, ils cheminent et ils se retrouvent où on est, c'est-à-dire maintenant. Et en fait, ça fait écho avec ce qu'a dit Thierry Pacaud, avec le trajet de Henri de Lefebvre et la rythme-analyse. Qu'en fait, ce dont il est urgent de prendre soin, c'est le temps. Enfin, c'est le temps mis en ordre. Enfin, voilà. Donc, voilà. Moi, c'est ma petite leçon, enfin, l'enseignement que j'ai reçu ce soir. Merci. Oui. Merci beaucoup, mais je bug un peu, pour être clair. Je trouve qu'on oublie un peu l'architecture, à vouloir absolument trouver des postures. Et je pense que c'est pas mal de faire un travail sur ce qui fait que l'architecture est architecture. Et il reste à faire celui-là, hein, pour qu'on retrouve pourquoi nous sommes ici. Parce que l'architecture, c'est pas juste parce que les architectes la font. Hein. C'est aussi qu'elle est faite indépendamment de nous. Qu'est-ce qu'elle signifie? Comment elle existe? Ça me semble à retrouver.
Et donc, c'est peut-être une réticence un peu de premier abord, mais il y a un moment donné, je sature. Je sature à l'arrivée qui n'en finit pas de posture pour dire ce que peut-être on pourrait dire plus simplement, quoi. Et que l'architecture sert à porter, quoi. Alors pourquoi ne pas dire architecture et dire care? Hein? Voilà. Et donc je suis plutôt attaché à cette idée que nous avons, nous, à travailler sur le sens de ce que l'on fait. Bien sûr, on peut être nourri de ce qui est autour de nous, mais revenir à l'essence de notre travail, ça me semble indispensable. Et donc, pour toi, l'essence du travail, ce que tu disais, c'est agencer. Ah, c'est installer la vie. C'est installer la vie. Et notre travail n'est pas ailleurs, quoi. Et Philippe, je peux intervenir. Je voudrais intervenir par rapport à ce que tu dis, parce que je pense que Thierry, il critique la notion, mais il la critique par rapport à un usage qui en est fait. Tu n'as pas vraiment critiqué le sens que tu as essayé de redéfinir de ce que ça voulait dire. Donc c'est intéressant, hein, je ne sais pas du tout. Par contre, par rapport à toi, Philippe, moi je trouve que, est-ce que c'est pas contradictoire de dire dans ta brillante conférence que finalement être architecte c'est aussi travailler pour les autres, c'est une éthique, c'est un comportement, donc ça ne renie pas l'architecture en disant ça. Donc tu parles bien des autres pour lesquels tu travailles, et je trouve, alors je voulais aussi t'interroger parce qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure, puisque moi j'ai un peu évoqué en prenant justement ce concept du prendre soin que je trouvais assez, j'allais dire, efficace et non pas passe-partout, pour parler des littoraux. Or toi, il se trouve que je sais, tu travailles sur un projet très concret en Martinique, et tu m'as expliqué que c'est ça qui m'intéresse, c'est comment tu l'interprètes. Parce que j'ai trouvé que c'était pas si loin que ça du prendre soin. Tu m'as dit que là, c'est vraiment un endroit où la mer monte et il faut déménager les habitants, les écoles, et je crois comment ça s'appelle, les sauveurs, hein, c'est ça. Donc ma question, elle était parce que tu m'as expliqué qu'il y avait tout un travail avec les habitants, qui était presque de l'ordre de la résilience, au sens, non pas du sens dévoyé, mais du sens original de Cyrulnik sur le fait d'essayer que c'est un traumatisme pour les gens de vivre ça. Et comment tu concilies ce travail qui est fait avec les habitants et ton travail d'architecte? Ils ont quand même un lien. Donc, j'allais dire que le travail avec les habitants, dans le sens où tu l'as défini, qui était presque travail collectif autour d'une psychologie, c'est aussi prendre soin d'une certaine manière. Se prendre soin, il est au moins une base pour accompagner ton travail d'architecte. Donc il n'est pas complètement exclu de... que tu sois peut-être énervé par le fait qu'on utilise ce terme, mais je ne pense pas qu'on l'utilise en substitution, on l'utilise en accompagnement. Ça n'enlève pas forcément le sens du travail de l'architecte de dire que globalement le prendre soin, il dépasse l'architecte, et par rapport à une situation, par rapport à des traumatismes, par rapport à des choses dont on a parlé aujourd'hui. Et juste, je voulais avoir ton avis parce qu'on en a discuté un peu tout à l'heure, et j'aimerais bien si tu pouvais nous dire quelques réflexions par rapport à cette opération précise qui est assez importante, qui est significative, que l'opération, on est en train de déménager tout un village qui est trop menacé par la montée des eaux. Donc, et là, j'ai senti, moi, qu'il y avait vraiment à prendre soin des habitants. Il y a des élus, il y a des gens qui sont responsables. C'est un projet dans lequel tu es très impliqué. Donc, voilà, pour moi, ça ne me semblait pas contradictoire, cette notion d'un travail d'architecte qui est spécifique, avec ton éthique, et en même temps de parler de prendre soin d'une population face à un risque ou une vulnérabilité plutôt. Oui,
Oui, enfin, peut-être que je réagis à la venue impromptue de termes, et je suis content de voir qu'on s'intéresse à la traduction de ces termes-là avant de dire qu'on est d'accord avec eux. Hein. Parce que quand même, c'est pas juste parce que voilà, Joan Tronto a parlé de Caire que c'est bon, quoi. En architecture, je veux dire. Et pour ma part, je préfère parler de bienveillance, d'amour, enfin, les mots qui sont au cœur de la relation à l'autre, attentive, quoi. Et je pense que déjà avec ça, il y a beaucoup à faire. La question du prêcheur à la Martinique est de cet ordre-là. Face à la détresse des gens, tu te tais, quoi. Et tu les entends, tu les écoutes, voilà. Mais tu le fais comme tu le fais à quelqu'un que tu aimes et que tu ne vas pas envahir avec tes paroles, tu vois, que tu ne vas pas assaillir avec un discours qui s'imposerait. Et aux prêcheurs, ils sont face au tsunami, aux houles cycloniques, à la montée des eaux, aux tremblements de terre, aux éruptions volcaniques, à la coulée. Oui, enfin, les éruptions, mais aussi le fait que tu as des éboulements qui s'opèrent. Et ces gens-là, on les accompagne pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de déni par rapport à leur situation et qu'ils arrivent à une conscience de la nécessité de vie pour eux, de déplacement. Et ce travail-là, on le fait avec une ONG qui s'occupe essentiellement de ça, hein. Une ONG locale, pour faire en sorte que le déplacement qui est à venir n'apparaisse pas comme une catastrophe, mais comme un espoir. Et donc voilà, je pense que on a déjà au fond de l'architecture ces choses-là, quoi. On a déjà ça. Et donc mettre en œuvre ce que l'architecture porte de bienveillance, d'amour, ça me semble être du boulot déjà, quoi. Et je ne sais pas ce que la notion de care apporte à ça. Tu vois, je ne vois pas ce que ça apporte en plus pour ma part, quoi. Et donc voilà, c'est peut-être que j'ai une réaction un peu vive sur ça, mais j'ai pas envie que ça serve à déporter le sujet, quoi. Non, voilà. Je suis désolé d'être paru arrogant, mais j'aime trop les mots pour ne pas prendre soin du prendre soin. Et donc après on peut trouver ça arrogant, je viens, je casse la baraque, je critique tout comme d'habitude. Non, pas du tout, j'aime trop les livres et les mots, et Chris ça sait très bien, ou alors elle ne m'a pas lu. Dans tous mes livres, je rends compte précisément de tous les points de vue, y compris ceux qui sont les plus opposés aux miens. Donc il ne faut pas me faire le procès maintenant d'être arrogant et de faire le malin en disant « Ah oui, moi, je vais imposer mon terme et pas les autres », pas du tout. Au contraire, j'essaie dans tous mes bouquins, j'indique, y compris Chris Younes dit ceci sur l'habité, et moi je ne suis pas d'accord avec elle sur ça. Donc non, ça je peux pas, je suis très triste que vous m'ayez accusé d'arrogance et de bêtises. Enfin, non, je suis pas, je travaille énormément, et justement, le sens des mots me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je ne serais pas venu ici si je n'avais pas été intéressé par le sujet du colloque. Oui. Bonjour, bonsoir. Donc Marie Trossat, architecte et sociologue. J'ai une question pour vous, Thierry Pacaud, qui détourne un petit peu de cette question-là du prendre soin.
vous dites donc que toute idée est un combat et parlez du miroir du passé. Et vous parlez aussi notamment beaucoup des travaux de Heidegger. Et je voulais vous demander, parce que c'est une vraie question que je me pose moi-même, connaissant les engagements d'Heidegger dans l'Allemagne nazie, est-ce qu'on peut encore penser une éthique de l'habité à partir de son travail ? Je ne veux pas du tout fuir votre question, mais comme il est un peu tard et je ne peux pas répondre en 2 secondes sur un sujet aussi sérieux, j'ai écrit un livre entier là-dessus. Donc voilà, non, bien sûr, évidemment. Mais c'est une question de fond que vous posez, effectivement. La question est la suivante, est-ce que la pensée heideggerienne est une pensée nazie ? Ça, c'est une question que certains, Faye et d'autres le disent. Soit on peut considérer, comme Derrida ou Lévinas ou d'autres, que c'est une pensée qu'on peut critiquer. On connaît son engagement pendant quelques mois auprès du parti nazi. On connaît aussi d'autres textes de lui où il prend sa distance. Je pense à son cours sur Nietzsche en 1935. Bon, bref, je ne peux pas rentrer dans le détail maintenant, mais non, vous posez une vraie question. Maintenant, la question de l'engagement nazi de Heidegger est connue très tôt. Enfin, je veux dire, depuis 1945, il y a un grand article dans les temps modernes, etc. Et Jean Beaufret, qui est résistant, va quand même aller le rencontrer, le traduire. René Char, qui est résistant, va le rencontrer. Donc ça pose... Non, c'est une vraie question, hein, bien sûr. Alors moi, personnellement, je ne suis pas germaniste, donc je lis dans les traductions françaises, et je ne trouve pas, dans l'ensemble de ces textes, la quintessence de la pensée nazie. Sinon, je ne le citerai pas, évidemment, je ne le citerai pas. Mais par contre, quand je le lis, son texte sur la chose, par exemple, ou son texte sur la technique, moi, ça me fait énormément réfléchir. Et voilà. Comme Platon, qui était esclavagiste, mais je le lis aussi. Comme le chemin de campagne, quand même. Juste par rapport à la notion de care, moi je me demande pourquoi en fait on a ce besoin de comparer ce qu'on a en culture francophone, enfin comparer ce qu'on a avec cette notion du care. Pourquoi rentrer en fait dans une notion de comparaison? Pourquoi en fait on prendrait pas ça comme matériel? C'est-à-dire que le care, c'est une notion émergente des États-Unis qui aujourd'hui a fait émerger une culture avec sa littérature et tout ça. Et en fait, on peut juste en tant qu'architecte, comment on prend cette culture émergente-là et qui en fait ne vient pas de l'architecture aussi. Et qu'est-ce qu'on en fait en architecture, quoi? Moi, j'ai l'impression que c'est de ça qu'on parle ici, et pas essayer de rentrer dans des comparaisons. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Ben, oui, enfin, c'est peut-être aussi ça qui me hérisse. Enfin, je trouve que la notion de souci est une belle notion, quoi. Et que avoir du souci pour l'autre, c'est peut-être un peu au cœur de l'acte architectural. Hein, et que ça suffit, non? Enfin, je veux dire, faire son travail avec ça, c'est déjà tenir debout, quoi, vertical, présent. Du coup, moi, pour relier, en fait, parce que je viens plutôt du monde du travail social, là où j'y vois en fait un lien, c'est par exemple dans la différence qu'on peut faire entre autonomie et indépendance. Ce qui se retrouve en fait, vous, en langage architecte, dans les ressources et les choses comme ça, j'imagine, que vous allez utiliser pour construire, bâtir. La différence entre autonomie et indépendance, pour moi, elle est vachement importante, parce que aussi bien quelqu'un peut être dans un environnement lambda, du moment qu'il sait où trouver les ressources, on peut dire qu'il est autonome. Pardon. On peut dire qu'il est autonome. Par contre, dès l'instant où il est indépendant, ça veut dire qu'il est capable de produire lui-même sa propre ressource et de lui-même parvenir à être sans dépendre d'un environnement, quelque chose, quelqu'un. Et à mon sens, là, il y a peut-être un lien qui peut se faire justement. Et moi, en fait, quand j'ai vu cette affiche et ce colloque, j'ai pensé
à mon dernier travail en centre social où il y avait un architecte qui nous avait fait un magnifique bâtiment fabuleux, très beau, très agréable à vivre, accueillant, ouvert sur le quartier. Mais il n'était pas à l'image des gens du quartier. Parce que depuis que le centre il avait changé, moi je m'y reconnais pas et j'emmène plus mes enfants. Et que simplement il y avait beaucoup d'espace, de circulation, de couloirs, mais qu'on ne parvenait pas à accomplir nos réelles missions qui étaient d'entrer en échange et en lien, en fait. Donc pour moi, oui, il y a vraiment un lien, en fait. Voilà. Merci. S'il n'y a pas d'autres réactions rapides, je propose qu'on arrête sur les interventions, puisque de toute façon, demain, la réflexion continue et ces questions vont être posées, puisque profondément, c'est autour de la question de l'architecture que ça a lieu. Et beaucoup d'architectes vont prendre la parole pour expliquer comment ils font, comment ils voient, comment ils racontent aussi leur histoire et comment ils peuvent la partager avec d'autres. Et je trouve que le fait qu'il y ait tout ce débat autour des mots, eh bien finalement, c'est vrai que ça nous fait réfléchir, voir aussi pourquoi est-ce qu'il y a un tel intérêt pour certains avec finalement cette façon, non pas pour remplacer l'architecture par le prendre soin, bien sûr, mais pour dire en quoi le prendre soin amène à repenser une certaine façon de faire l'architecture. Mais d'un autre côté, c'est aussi très intéressant de voir pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces réticences et qui, d'une certaine manière, sont certaines. Hein. Il est certain que cette appellation, depuis ce matin, elle a été posée comme une interrogation par rapport notamment à l'art, mais aussi par rapport à l'architecture, bien sûr. Alors donc, à demain. Je veux juste répondre à la question de autre que Caire. Je pense que résilience, c'est pareil. Pardon. Excusez-moi, quand il m'arrive d'être ému, parfois il y a des choses qui ne m'arrivent pas à la tête. Et en fait, c'est de résilience que je voulais parler. Et je trouve que j'en ai un peu assez, en fait, hein, qu'il y ait constamment des mots qui viennent d'ailleurs et qui nous empêchent finalement de regarder ce pourquoi nous sommes là. Enfin, moi, ma vie, c'est l'architecture et j'essaie de la comprendre et d'agir avec elle et pour elle. Et donc voilà, résilience, ça aura duré 10 ans, Caire, ça a duré combien de temps et on n'aura pas réglé grand-chose, quoi. Je pense franchement. Je pense que c'est plutôt pour interroger la question de l'architecture, c'est pas pour se mettre à la place d'eux, je pense. Enfin, résilience, c'est une autre histoire. Hein.